Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on le voit bien, on le voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre devant le dos. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Sozoule. Avec l'attaquant de Michelek, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la sortie du dimanche. Aujourd'hui, on va débriefer l'actu de la semaine, une actu qui n'était pas très dense puisqu'il n'y avait que deux épreuves, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et l'UAE Tour qui a commencé ce dimanche. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai Baptiste. Salut Baptiste. Hello tout le monde. Greg Salut tout le monde. et Benjamin. Bonsoir tout le monde. Alors messieurs, premier constat, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, Benjamin par exemple. Moi j'ai l'impression qu'on a vraiment vécu une très belle étape aujourd'hui sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Oui, pour moi, enfin en tout cas personnellement, j'ai vraiment apprécié l'étape. C'est dû à l'esprit offensif de plusieurs coureurs placés au général, d'une équipe également, la Groupama FDJ, et également, et je pense que Baptiste ira dans ce sens, par le fait que l'équipe du maillot jaune, c'est-à-dire Michael Woods, était vraiment prenable. T'es d'accord avec ça, Baptiste? Ouais, c'était une belle journée de vélo en général, parce que l'étape en UAE, on en parlera après, mais elle était assez sympa à suivre aussi, avec pas mal de bordures. Et effectivement, on a eu sur le Tour Alpes-Maritimes et du Var, c'est ça, je sais plus dans quel sens ça se Ouais, dit. c'est ça. On a eu une belle étape bien débridée avec un coup de force des groupes AMA FDJ qui ont envoyé trois hommes à l'avant et un Benoît Mirail qui a tenu vraiment en respect le peloton qu'il y avait derrière et qui s'est retrouvé piégé finalement avec les premiers du général qui ont dû, et les favoris qui ont dû à la fin se faire la peau tout seul pour tenter de revenir et ne même pas y parvenir. Donc c'était sympa et effectivement la faiblesse de Israël Startup Nation a joué là-dedans. Moi ça me rappelait, j'en parlais en privé, ça me rappelait les dernières étapes de Paris-Nice parfois lorsque dans le même cas de figure, déjà le parcours est comparable, on était d'ailleurs dans le même coin, hein, c'est pas un hasard. Et c'était avec, voilà, pas d'arrivée au sommet, mais un enchaînement de côtes et de cols sans répit, quoi, sans replat. Et une équipe du leader faible, en fait. Voilà, quand il y a une équipe du leader autour du leader qui est forte, ça permet de bien contrôler la course et de pas trop se faire peur, ou quand les écarts sont trop importants. Mais quand les écarts sont resserrés et que finalement, là, Michael Woods, il n'avait pas grand monde pour l'épauler, à part Dan Martin, mais qui n'a pas l'air encore au top de sa forme. Et ben, ça devient tout de suite plus dur à contrôler sur des routes pareilles. Et voilà, avec beaucoup de prétendants dans un boucheur de poche, on ne peut pas surveiller tout le monde. Ça a souri à Gianluca Brambilla aujourd'hui. Alors Greg, je voulais revenir avec toi sur la tactique de la Groupama FDJ. Est-ce que pour toi, c'est quoi qui se passe bien joué? Parce qu'ils ont vraiment fait le spectacle, hein. S'ils n'avaient pas été là aujourd'hui, ça serait peut-être plus ennuyé. Ou est-ce que tu vois quand même un bémol où finalement, bah, dans le vélo, faut gagner à la fin, puis là, on gagne pas, puis on monte pas non plus sur le podium. Bah, il y a un peu des deux. Après, on va d'abord les féliciter car la partition était très bien jouée pendant un très long moment, hein. Et on va pas se cacher, beaucoup trouvaient que c'était voilà, c'est la partition idéale, tout roulait, tout roulait bien. Armira, et peut-être on en reparlera, mais il fait une démonstration quand même, parce que on en a parlé, mais l'étape était quand même difficile, l'école. Même si c'était pas si long, il y avait quand même du décolle 6 ou 7%. Le col de la Madone aussi est très difficile. C'est presque 7% de moyenne. Donc la partition était très bien jouée. Et c'est vrai qu'alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec Madouas? On attend peut-être les réactions, on aura peut-être plus d'infos. Est-ce qu'il a des crampes? Est-ce qu'il a craqué? Est-ce qu'il a une fringale? C'était presque parfait. Alors il manque la conclusion, mais ils ont tenté le coup. Après tout, bon, on peut saluer l'esprit offensif. On peut regretter que ça marche pas, que ça score pas, mais après, ils ont tenté. Je pense que voilà, le seul regret, c'est voilà, il manque quelques kilomètres à la fin. Alors, ils auront des regrets, c'est sûr, mais est-ce que c'est si grave que ça? Je sais pas trop. Ils ont tenté. Et après tout, au moins, on a vu du spectacle.
Mais est-ce que la On seule réussit pas. petite erreur, Benjamin, justement, au final, c'est pas d'avoir roulé trop fort ou un peu trop fort pour une Mirail et que c'est pas ça qui a provoqué les crampes un peu de Valentin Madouas? Là, justement, pendant que Greg parlait, je regardais les données Strava de Bruno Armirail sur l'étape. Et je vois qu'il a monté les cols de milieu d'étape aux alentours de 420 watts environ. Et pareil pour la Madone, du moins le pied jusqu'à ce qu'il explose. Donc je pense qu'il est monté tout simplement au SRM, hein, cette technologie qu'on critique énormément. Donc je pense que c'était ce qui était prévu. Après, je, non, je pense pas qu'ils soient montés trop fort. Je pense tout simplement qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mais que Il était peut-être plus fort que Brambilla, les deux autres aussi. Hein. je sais pas, parce que tu sais, des fois on voit des équipiers monstrueux, et après il faut être dans le final. Là, j'ai eu l'impression que qu'Armirail faisait un peu, alors ça a été dit sur le forum, était un peu à la De Ghent, de Rennes, mais est-ce qu'il était le plus fort? Je sais pas, je trouve Ah, que Matos était vraiment très fort, mais ça n'a Mados pas était suffi. fort, hein, parce que sinon, voilà, il se détache pas comme ça à la fin, mais je trouve que déjà, au sommet de la côte de la Madone, on le sent moins fort que Brambilla. Donc, au-delà des éventuelles limites physiques qu'il a pu avoir après de crampes ou quoi, j'ai l'impression que de toute façon, l'Italien était, voilà, on le sentait un peu plus en jambes, quoi, voilà. Ouais, on pensait que c'était Théo Gegenhardt qui allait être à la place de Brambilla, enfin, personnellement en tout cas. Et finalement, bah, c'est Brambilla, alors Non. c'est peut-être un peu moins ronflant que Théo Gegenhardt, mais même si tu fais ce qu'il faut, il y a parfois, tu tombes sur un coureur que tu peux pas battre. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mm. Mais est-ce que Baptiste, pour revenir à la course de manière générale, c'est pas la Trek qui a vraiment dans son ensemble brillé parce que Bambia gagne aujourd'hui, mais Bokeh Mollema remporte la première étape, il fait 2 de la deuxième, je crois qu'il fait troisième du général, et on attendait beaucoup la team Ineos et finalement c'est les Américains qui ont tiré leur épingle du jeu. Ouais, puis sans jamais vraiment du coup avoir à prendre la course à leur compte. Alors après, Mollema aujourd'hui n'a pas été un modèle d'équipier tuant les coups derrière lui. Et finalement, si Woods avait gagné d'un poil de fesses le général face à Brambilla, ça aurait peut-être été un peu grâce à Mollema qui a plus d'une fois, on l'a vu, rouler ou ramener. Enfin voilà, bref, c'était pas forcément le meilleur casse-relais, casse-rythme qu'on peut voir. Mais oui, Trek a fait une très bonne course. Et globalement, d'ailleurs, ils font un bon début de saison. Hein. Donc, c'est plutôt à souligner. Après, il faut voir si ça se confirmera. Mais ils sont. Puis pour Brambilla, c'est un peu. C'est toujours bien en début de saison comme ça, un coureur qui n'a pas forcément un rôle de leader dans une équipe, qui n'a pas forcément toujours de la liberté. Bon, Brambilla, il est assez âgé. En plus, maintenant, il a 33 ans. Il est souvent là pour faire le lieutenant sur les grands tours pour ses leaders ou des choses comme ça, ou pour tenter de prendre des coups dans les grandes courses. C'est toujours bien quand il y a voilà, un coureur comme ça qui n'a pas un énorme palmarès. Il avait quand Oui, même parce gagné qu'il sur n'avait pas le, gagné depuis la Vuelta 2016, je crois. voilà, il a gagné des étapes sur le Giro et sur la Vuelta, mais ça remonte à il y a 5 ans. 2016, c'est sa meilleure, tu parles de 2016, c'est sa meilleure saison. Voilà, c'est un très bon coureur. Bon, mais il n'y a pas de souci, mais voilà, je pense que c'est très bien pour lui. Il a ça en poche. Maintenant, il peut, entre guillemets, se consacrer à sa tâche classique avec encore plus, enfin, la tête un peu plus libre et sereine, quoi. Voilà. Et maintenant qu'il a gagné sa course, il sait bien qu'il n'est pas à courir après d'autres objectifs et il le fera avec d'autant plus de simplicité et d'efficacité peut-être. Puis il a l'air d'en tenir la forme, c'est bien pour ses leaders aussi. Alors Greg, avant de passer à notre deuxième partie, l'UAE Tour, je voulais savoir s'il y avait d'autres choses qui t'avaient marqué, toi, dans ces 3 jours de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Tu parlais de l'équipe Ineos. Moi, je suis un petit peu déçu parce qu'ils arrivaient quand même avec du Geraint Thomas, du Juan Dennis, du Pavel Sivakov, plus des coureurs comme Thomas Pidcock qu'on annonce prometteur. Je ne parle même pas de Théo Gegenhardt aussi, vainqueur du Giro. Et finalement, bon, ils ont pas. Moi, je m'attendais à quelque chose, à beaucoup mieux quand même. Hein, Narvaez a été fait 3, fait de podium. C'est la Fayence qui fait podium. Oui, c'est hier, ouais. Euh, ben voilà, moi, par rapport, évidemment, le tour, ce tour-là, cette épreuve-là n'est pas l'objectif principal. Ils sont certainement en rodage, mais néanmoins, moi, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Hein. C'est pour moi une déception. Finalement, collectivement, ils ont été assez discrets. Même aujourd'hui, je crois il y a pas grand-chose. Hein. Il y a Alors, beaucoup de coureurs lâchés. pour aujourd'hui, juste une petite précision, il y a Pavel Sivakov qui a crevé. Alors c'est possible que ce soit dans le col de la Madone.
Oui, parce qu'il était dedans, il était Voilà. dans le bon groupe en tout cas C'est déjà. ce qu'il annonce sur Strava. J'ai pas encore regardé les détails de la sortie pour voir si c'est dans. Oui, parce qu'il finit très loin alors qu'il était dans le groupe, hein. Mais Voilà, après, je trouve peut-être Craig un qu'il peu aurait sévère pu quand mieux, même. Je sais pas ce que t'en penses, Benjamin. Moi, je trouve que c'est un peu sévère. Ineos, ils sont venus borner. Si tu regardes il y avait beaucoup de leaders chez Ineos, c'est vrai. Bon, Geoghegan était quand même dans le coup à la fin pour tenter un truc au général, même si au final, il finit que 10e, mais il est dans la bonne échappée aujourd'hui pour tenter le jackpot. Et si tu regardes les autres, et si tu regardes dans les autres équipes, en fait, tu vois les Fuglsang, les Quintana, je sais pas moi, j'ai pas les Sivakov, voilà, enfin en tout cas tous les Ineos, ils n'ont pas spécialement tenté le tout pour le tout non plus. Tous ces mecs-là, ils sont là pour rouler, pour faire de la borne, il y a peu de courses, donc on les retrouve un peu tous au même endroit, parce qu'ils viennent borner tous au même endroit, mais c'est pas pour autant que d'un coup, le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var, ça devient un objectif pour eux, en fait, quoi. Voilà, tout simplement, leurs Mais objectifs, je ils sais sont pas dans si t'es 2 semaines, d'accord, quoi. Baptiste, mais j'ai l'impression que Tao, il a voulu se tester, moi, dans la Madone, en attaquant 2 fois. Ouais, alors moi je trouve qu'il a emmené énormément. Je sais pas ce que tu en as pensé, Benjamin, qui est plus pratiquant, bien ouais, il sûr, avait un parmi nous, mais braquet il avait un braquet monstrueux. délirant, non? Ouais, il tournait pas les jambes. Et C'était fou. Par c'est rapport un truc à Armirail de. qui avait une fréquence de pédalage, je pense, autour des 80 tours minutes. Pour moi, j'avais l'impression qu'il était gros plateau. Enfin, non, Et je suis même sûr. il était grand plateau, mais on dit parfois que c'est un truc de mec qui justement est pas vraiment encore à son top niveau, quoi, et qui essaie de compenser comme ça, non? Ouais, t'as également on dit également les purs grimpeurs mettent toujours plus gros que les rouleurs dans les ascensions. Ils ont plus de force, mais je sais pas. Après, pour la déception Ineos, je me disais que Craig avait raison et qu'en même temps, Ineos, même quand ils descendent, ils font quand même deux podiums d'étape. Mais c'est vrai que quand tu avais la start list sans savoir les états de forme, hein, parce qu'après, il y a ce qu'on pense sur le papier et quand on voit la course, on fait ah mais oui, c'est vrai que. Mais c'est vrai que l'équipe sur le papier faisait rêver, quoi. Et quand tu vois qu'il y en a qu'un dans le top 10 final, tu fais quand même. Mais ils n'ont pas joué pour ça. Tu vois, hier, ils roulent tous comme des dératés à l'approche de Ouais. Fayence. Guerin Thomas qui fait l'approche du pied du col et tout. Tu vois bien qu'ils sont là. Ils sont pas venus là pour nous faire plaisir et en mettre 4 dans les 10, quoi. Ouais. Par contre, ce qui coûte aux Ineos, je sais pas ce que vous en penserez, mais c'est également qu'avec une présence d'équipe sur le Tour du Haut-Var les autres années, ils auraient fait très mal, mais que cette année, le Tour du Haut-Var, en tout cas le top 15-20, c'est World Tour, quoi. Très fort, bien sûr. Très très fort. Et ça, c'est une donnée qu'il y a depuis août dernier, où il y a peu de courses malheureusement, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Et du coup, On voit que c'est très dur, Benjamin, d'ailleurs, pour les Pro Conti d'exister. Ouais. Bah, t'as Quintana, le premier Pro Conti c'est Quintana chez Arkea, mais bon, c'est Quintana, quoi. Et sinon, après, c'est Ariane Levins, 14e du général pour Bingol. Et je pense, à vue de nez, non, il y a Ben Tuilet, Tu vas le voir Ben Alpecin, Tuilet, qui est ouais. 17e, voilà, mais sinon, c'est les Villermoz. deux seuls. Il y a Villermoz, 20e pour Direct Energy. Mais bon, on est quand même sur de l'exception, quoi. Et avec Villermoz et Quintana, qui sont deux grands habitués du World Tour, quoi. Donc, Oui, tout à fait. Alors Baptiste, pour te laisser la main, je te propose qu'on passe à l'UAE Tour. Ouais. Une épreuve souvent décriée d'ailleurs, mais aujourd'hui on a vécu une très très belle première étape. Ouais, bah écoute, faut dire que d'habitude, les étapes plates à l'UAE Tour, c'est pas ça. Mais là, il y avait un petit goût du Tour du Qatar sur cette première étape, le le Tour du Qatar, hein, qui est dans les années 2000 et début des années 2010. On voyait souvent la Quick Step foutre le feu avec Bonon et compagnie dès les premières étapes et s'amuser à s'entraîner pour les classiques belges. Finalement, on a revu exactement la même chose avec les deux Koninck, en gros, qui ont fait le premier sprint inter et puis qui après, ils ne se sont pas relevés. Et ils ont foutu le feu. Et au final, on a 20 coureurs qui arrivent devant avec une victoire tout en puissance de Van Der Poel. Et les autres à 8,30 quoi, sur la ligne. Donc il y a déjà un énorme écart. Et le général va déjà se jouer entre 20 gars. Et c'était très beau à voir. Je vais laisser les autres parler. Mais c'était très beau à voir juste d'un point de vue, disons, esthétique, quoi. Voilà, j'ai envoyé plusieurs captures d'écran sur le forum ou dans des groupes de conversation privés, des bordures dans le désert sur les vues par hélicoptère. Ça rappelait aussi un peu les mondiaux qu'il y avait eu à Doha et en 2016 ou quelque chose comme ça, je me rappelle pas très bien. Moi, ça m'a fait penser au Tour du Qatar. Ouais, Ces zones dans le désert, bordure sur les étapes, de Koenig, enfin, la structure de Patrick Lefebvre qui
qui fait des bordures. Sauf que contrairement au Tour du Qatar, il va y avoir du relief sur cette course, mais ça m'a. Moi j'ai C'est vrai que c'est magnifique, Benjamin, quand même, de voir ces bordures, que ce soit dans le désert ou dans la campagne flandrienne, de voir ces éventails un peu partout visuellement. Enfin, ça a quand même de la gueule pour tout fan de vélo, hein. Ben, ouais, je suis d'accord avec toi d'ailleurs. Greg, tu me diras ce que tu en penses, mais ce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, déjà c'est qu'on ait deux courses, ce qui est rare en ce moment malheureusement. Et on a eu deux profils différents et deux décors différents, quoi. Un superbe décor dans l'arrière-pays niçois et également dans le désert. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à ces débuts de saison quand j'étais plus jeune, que le Tour du Qatar, c'était un peu la première course télévisée sur le satellite. Donc, ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les deux courses ont été belles. C'était sympa, par contre. Il y a eu des gros noms piégés aujourd'hui Ouais, tout à fait, hein. sur le Tour du Qatar. Non, sur le Tour, pardon. D'habitude, il y a le seul problème au Moyen-Orient, c'est qu'il n'y a personne à bord des routes. Mais bon, en ce moment, de toute façon, c'est partout pareil. Ça Donc. change pas grand-chose, hein. Mais Greg, pour te redonner la main, Baptiste l'a dit, il y a 23 coureurs dans le même temps, dont la moitié environ de sprinteurs. Si tu fais un état des lieux en nous parlant aussi un peu du parcours, hein, parce qu'il va y avoir demain un chrono de 13 km et les deux ascensions un peu roulantes de Jabel Afet, et je ne me rappelle jamais du deuxième nom, combien de coureurs selon toi peuvent jouer la gagne? Bah, enfin, difficile à dire, c'est vrai, la sélection, pour revenir sur cette étape du jour, et ça a commencé, tu n'as pas débordé, mais ça a commencé très tôt. Ça a été une sacrée bagarre pendant très longtemps. L'écart était d'une minute 30. Ben là, pour le général, enfin, on va citer évidemment le grand favori, ça reste Tadej Pogacar, évidemment. Joao Almeida, qui a fait l'effort de prendre des bonifs aujourd'hui. Adam Yates, qui est le seul Ineos, c'est-à-dire que je m'acharne, mais non, qui a réussi à prendre le bon groupe. Et après, à part peut-être un peu Masnada, mais je pense que pour le général, parce qu'il y a quand même un gros écart avec les autres, c'est peut-être Caruso, et encore il est loin, je crois, parce qu'il a pris une cassure. Il a été Ouais. reclassé parce qu'il est tombé dans le final. Ah, exact, il est à 10 secondes, ouais. Les autres, après, c'est à 8 minutes. Donc pour la victoire finale, je pense que les noms que je viens de citer, ça va jouer entre eux. Sinon, alors on a vu beaucoup de sprinters piégés aujourd'hui. Que ce soit notamment Caleb Ewan et Pascal Ackermann, Sam Bennett aussi, donc les trois gros sprinters piégés. Et on verra la suite, mais c'est vrai que pour le général, ça s'éclaircit beaucoup. Alors ça a peut-être un peu libéré les ardeurs de certains coureurs qui vont avoir plus de liberté et être offensifs. Mais c'est vrai que la sélection est déjà faite quasiment au bout de la première étape. Mais est-ce que Baptiste, cette configuration, elle n'est pas idéale pour avoir une idée définitive, enfin, de ce que peut valoir Van Der Poel dans une configuration où tu as un chrono de 13 bornes, tu as deux journées difficiles et il est leader d'une course World Tour pour voir vraiment ce qu'il a dans les jambes quand ça devient compliqué? Ouais, alors, je pense qu'il va, vu la sélection qu'il y a, déjà, il devait venir un peu se tester plus ou moins dans les côtes. Il voulait être le dernier soutien dans les ascensions pour le leader au départ. Je me rappelle plus qui c'est chez Alpecin, mais ils avaient quelqu'un pour le général au départ. Et du coup, là, c'est lui qui se retrouve bien placé. Donc, c'était Louis Verbeek. Mais du coup, c'est lui qui va sans doute essayer de s'accrocher pour un top 10 au général. Parce que vu le nombre de personnes candidates, ça peut le faire, même en se prenant un tir. Bon, alors malheureusement pour lui, jouer mieux qu'un top 10, c'est impossible parce qu'il y a quand même une montée dans les deux ascensions prévues. Alors, Jebel Jais, c'est long, c'est 20 bornes. Déjà, 20 bornes pour Van Der Poel, je pense que c'est trop. Mais c'est vraiment roulant. Ça avait été sprint au sommet la dernière fois qu'on l'avait vu. Mais alors, par contre, Jebel Afet, c'est quand même assez rude, même si la route est très large, les pentes sont parfois très dures. Et l'an dernier, il ne faudrait quand même pas oublier, Adam Yates, il a mis une tôle à tout le monde. Il avait relégué le deuxième, qui s'appelait quand même Tadej Pogacar, à 1,03. Et le troisième, Lutsenko, à 1,30. Il y avait eu des très très gros écarts sur cette montée-là, donc voilà, on n'est pas à l'abri de revier. Alors peut-être pas pour Adam Yates, même s'il est dans la bonne bordure, donc attention à lui, c'est le vainqueur sortant de l'épreuve.
Mais voilà, il est vraiment pas impossible du tout de faire de gros écarts sur cette montée-là. Et de toute évidence, ça sera trop dur pour que Van Der Poel puisse voilà, vraiment bien résister. Mais Et oui, qui est le favori, Baptiste, vu le parcours, du coup, le chrono et les deux montées? bah, théoriquement, c'est Pogacar, parce qu'en plus, j'ai envie de dire que Pogacar, c'est écrit sur son maillot, quoi. Il est team UAE, donc voilà, c'est chez à domicile. Et lui a forcé, si on peut douter, disons, on peut toujours douter, entre guillemets, que voilà, l'UAE Tour ne sera pas l'objectif principal, bon, de Pogacar non plus, vous me direz, mais d'un Adam Yates ou voilà, d'autres coureurs qui sont dans la bonne et qui peut-être pensent plus à Paris-Nice, à Tirreno, voilà. Pogacar, ne serait-ce que parce qu'il est dans l'équipe à domicile, il va jouer jusqu'au bout le truc, quoi. Donc moi je pense que voilà, c'est vraiment lui qui a la pancarte après l'étape d'aujourd'hui. Mais Benjamin, est-ce que la formation de Koenig Quick-Step, qui était en force aujourd'hui dans le premier groupe, avec Joao Almeida, avec Mattia Cataneo, avec je sais plus qui y avait d'autres, Fausto Barkov. Masnada, peut pas être une belle épine dans le pied justement pour Pogacar parce qu'elle pourrait miser sur son collectif et Almeida roule vraiment très fort comme on a pu le voir sur le dernier Giro. Ouais, mais Ou est-ce que ça va être vraiment du chacun pour soi dans les tu me montées parles du Giro, je vais te parler du contre-la-montre du Tour de France. Bon, niveau Ça montera numéro, moins quand même demain. ouais, ça montrera moins, mais même si Pogacar perdait quelques secondes, parce que c'est 13 bornes. c'est 13 bornes, je pense qu'Almeida sera devant Pogacar. Et je l'espère pour lui, hein, parce que si Pogacar est déjà devant, bon, ben, le vainqueur est déjà donné. Non, je pense que Pogacar, en plus, il connaît cette montée qu'il y aura, ce qui n'est pas le cas si je crois que Almeida l'a jamais fait lui le tour. Non, J'ai je pas pense souvenir. pas. Et donc Et je il a une pense, sacrée équipe, Pogacar aussi, à côté de lui. je pense qu'ils vont faire tout péter, ils vont rouler à bloc. Et je pense qu'Almeida, enfin on l'a vu sur le Giro, quand ça monte vraiment. Alors là c'est une montée sèche. Bon. Et on verra, mais je vois pas comment Almeida peut battre Pogacar sur le papier encore une fois, parce qu'après peut-être qu'il y en a un qui est déjà dans une forme avancée, l'autre qui est bien sans plus, et ça peut changer, mais tu vois, je me disais, il y a Masnada avec Almeida, bon, enfin c'est Pogacar. Après, c'est Almeida qui a fait les bonifs. Donc je pense qu'il a. Alors, est-ce qu'il y arrivera? Je sais pas, mais il va tenter quelque chose, à mon avis. C'est Ah oui, possible. oui, Ton avis justement, Greg, sur la suite de la course, comment tu vois ça, toi? Ah bah, je pense aussi. Enfin, c'est pas original de dire que Pogacar est le favori. Maintenant, voilà, je suis curieux de voir, selon les états de forme, est-ce que Joao Almeida peut contester sur le terrain, même face à Adam Yates, hein, parce que qui connaît bien la course aussi, qui a été impressionnant l'année dernière. Donc, je suis assez curieux de voir ça, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop sous-estimer Joao Almeida. Pour la suite, je suis curieux de savoir là, ce qu'il va donner. Parce que pendant longtemps, sur le Giro, on a dit aussi qu'il allait lâcher. Et finalement, il a tenu quand même assez longtemps. mais attention, sur le Giro, il n'y avait pas d'étape de haute montagne, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y aura sur l'UAE Tour. Je m'exprime très mal, je voulais dire, sur le Giro, il a tenu, mais il n'y a pas eu d'étape de très haute montagne, mais ça ne sera pas non plus le cas sur l'UAE, donc en effet, il peut faire quelque chose. Et Alors, attention messieurs, aussi, vas-y, Baptiste, juste attention aussi, parce qu'on parle du chrono, on parle des deux arrivées au sommet, c'est bien normal, mais on a vu aujourd'hui que le général, il pouvait se jouer ailleurs aussi. Et c'est pas la dernière fois que oui. les coureurs cette semaine vont rouler comme des débiles dans le désert au milieu de nulle part. Donc voilà, attention à d'autres étapes avec d'autres bordures. C'est pas s'il y a d'autres bordures après-demain ou mercredi, c'est pas dit que ce soit les mêmes devant, les mêmes derrière, quoi. Donc les choses peuvent aussi se bouger et les lignes évoluer comme ça. Enfin, quand même, Quick Step, je pense que c'est quand même une Oui. valeur sûre dans Ouais, les mais une bordures. crevaison, une chute, enfin Ah voilà, oui. c'est déjà vu, hein. Tu te retrouves, t'es bien placé, puis tu te retrouves dans le mauvais groupe. Enfin voilà, ça peut aller vite, hein. Bah, peut-être que l'idée pour de Koenig Quick-Step, ça sera de tenter d'éliminer dans la plaine Tadej Pogacar. C'est possible. C'est possible. Alors, messieurs, pour conclure, je vous propose de se projeter un peu Ah le bah, week-end j'ai juste prochain. une question. Est-ce que Ouais. quelqu'un a compris, enfin, remarquez la stratégie de Gaviria qui s'est pris, Ouais, bah, ouais. qui au lieu de tenter enfin, de rester au sprint, bah, c'était, je pense, enfin, peut-être le favori avec Van Der Poel de l'étape, si ça allait en arrivant au sprint, il a tenté de partir, de faire 2-3 km de l'arrivée. Il a tenté de partir comme ça. Alors, est-ce que c'est qui ne se voit plus comme un sprinter? Enfin, Mais est-ce que c'était pas pour protéger Pogacar dans le sens où s'il part, tout le monde roule et ça évite les attaques? Et ouais, mais il partait avec Almeida, je crois qu'il y avait Almeida devant qu'il reprend à ce moment-là. Non, c'est Cataneo, je crois. Ah. Ah, Pour il moi, s'est c'est un aveu de pris. faiblesse.
Oui, je suis d'accord. Je J'allais crois dire aussi. pour la blague qu'il s'est cru à la course au point et qu'il pouvait prendre un tour aux autres et marquer 20 points. Mais non, je pense aussi que c'est un manque de confiance en lui en fait au sprint et que tout simplement il s'est dit qu'il avait plus de chances d'y parvenir comme ça qu'en attendant le sprint. C'est une Il avait étape peut-être pas tort dure. d'ailleurs. C'est une étape dure et sur les étapes où Il ça était a peut-être vraiment cramé hein, après. carburé, souvent Van Der Poel arrive à sortir de gros sprints. D'ailleurs, on le voit, hein, D'ailleurs, il pille lui à tout le monde. on n'en a pas parlé, mais son sprint, il n'y a pas photo. Hein. Clairement. Devant un très bon David Decker d'ailleurs. Tout à fait. Il y Alors, a messieurs, quelques bonnes surprises devant, hein, d'ailleurs, on n'en a pas parlé non plus parce que voilà, mais c'est une seule étape d'une course d'une semaine. Mais tu parles de David Decker, il y a 2-3 autres noms comme ça qui sont devant à souligner. Hein. Il y a déjà pour un Almeida, c'est bien. Moi, j'ai repéré le petit Danois de la Trek, là, Mathias Skjelmose aussi, qui est néo-pro, si je ne dis pas de bêtises, et qui est là aussi, qui est bien présent. Il y a des coureurs intéressants devant. Et Viviani encore loin Et du compte. Anthony Roux qui est là aussi. Alors messieurs, pour se projeter, le week-end prochain, c'est le week-end d'ouverture en Belgique. Est-ce que malgré le contexte, vous ressentez toujours la même excitation à l'approche de la campagne des Flandriennes? Ouais. C'est blanc. Non, mais moi ce que Vous en foutez. ce que je trouve super surtout, c'est que en fait, on va, bon voilà, je touche du bois en disant ça, mais on va avoir une vraie saison, quoi. Tu vois, là, les chiffres sont pas extraordinaires. Là, on peut pas dire que la pandémie se soit calmée réellement. Elle est plutôt, disons, moyennement haute et stable. Et on arrive à avoir un calendrier relativement normal avec quelques annulations quand même, mais pas non plus tant que ça. Et surtout les épreuves majeures qui, pour l'instant, en tout cas, sont toutes maintenues. Et voilà, là, une semaine de Kurn et du Newsblad, ça va avoir lieu. Tirreno et Paris-Nice vont avoir lieu. Et pour la suite, on n'entend pas vraiment parler de rumeurs, disons, de doutes quoi, autour de la tenue des épreuves World Tour. Et c'est rien que ça, en fait, c'est super, quoi, parce que ça fait chaud au cœur de se dire qu'on va avoir une saison relativement normale, en tout cas au niveau des plus grosses épreuves, à leur date dite, avec un calendrier équilibré comme on en a l'habitude, et du coup, voilà, une vraie saison, quoi. Ça fait plutôt Et qui beaucoup de ressemble à une reports saison, demandés quoi. au final. Qui ressemble à une saison. Moi, je garde quand même en tête que 2020 était un peu une saison enfin, je sais pas, moi, je l'ai un peu entre Bizarre. parenthèses, quoi, Ouais, voilà. c'était trop à un moment, je pense. Je Pardon. trouve. Bref, on finit par nos traditionnels pronos si on veut se planter un petit peu, quoique là, quand même, normalement, ça devrait le faire. Ouais, tu sais, on peut être suffisamment mauvais. Bah, si je vous demande le podium de l'UAE Tour, normalement, il y en a bien un qui va sortir le bon. Pogacar devant Adam Yates et Joao Almeida. Et toi, Baptiste? Moi, je vais te dire Pogacar devant Yates et pourquoi pas Caruso en 3. Et toi, Greg? Bah, je vais être un peu d'accord avec Benjamin, je pense. Hein. Je vois les trois mêmes que lui. Donc, maintenant, si tu veux que je sorte un nom, allez, peut-être Masnada, mais à la place d'Almeida. Mais je pense que je suis d'accord avec Benjamin, son podium tirait le même. Ouais, vous jouez un peu petit bras là, je suis déçu. Du coup, je vais vous demander l'un des deux vainqueurs des courses du week-end d'ouverture. Attends, vas-y, toi, joue pas petit bras, Charles, sur l'UAE Tour. Vas-y. Eh ben, moi, je dis. Va chercher un gars à 8 minutes, là. Moi, je dis Alejandro Valverde Ouais, devant Froome et... devant Albert Torres et Chris Froome. Bref, l'un des deux vainqueurs des courses du week-end d'ouverture. Waouh. Pas facile, hein, parce qu'on n'a pas une vraie idée de la startlist encore. Allez, Florian Sénéchal pour moi. Sénéchal, ouais. Alaphilippe pour moi. Je pense Et toi, Baptiste? Pourquoi pas Mats Pedersen? Mats Pedersen. Et puis moi, je vais dire... Allez, je verrai bien Oliver Nassen, tiens. Mais Bardet reprend sa saison sur le Head Newsblad. Il reprend au Newsblad, ouais, c'était assez curieux. Moi, je pensais qu'on le verrait soit sur l'UAE, soit sur le Tour des Alpes. Mais finalement, c'est Newsblad, il y aura les Stradé, je crois. Et là, il gagne le Newsblad, alors là, c'est... Ça sera la nouvelle hype. En parlant de son équipe, on n'a pas parlé du Kairchi. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Marc Hirschi, donc, qui était parti à la toute fin
C'était à la toute fin de l'année, je crois. Je me rappelle plus quelle date, mais il Début était janvier. sur les, il Début était sur janvier, les, ouais. il était sur les photos du sponsor Team Ouais, il était à DSM la presse de de l'équipe, hein. Bardet. Et 1 ou 2 jours après, on apprend que son contrat, il part. L'équipe UAE qui le recrute. Alors, à la base, on pensait que c'était Team UAE qui, avec son argent, l'avait racheté. Et c'est tombé cette semaine qu'apparemment, alors, si j'ai bien compris, vous me rattrapez de suite, c'est parce qu'il y avait une clause dans son contrat qui pouvait autoriser la rupture par son équipe. Donc c'est son équipe qui aurait rompu son contrat parce qu'ils auraient plus confiance en lui ou je ne sais trop quoi. Ouais, qu'il aurait pas donné certaines données, justement, il me semble. Baptiste, tu me corriges si je me trompe. Non, je crois que c'est ça, hein, qu'en Ouais, je crois gros, que c'est ça. il commençait à douter enfin, avoir des doutes sur lui, ou en tout cas à le trouver un peu suspect dans son comportement, ou dans le fait qu'il pouvait garder des informations sur certaines de ses données pour lui, et que du coup, ils ont préféré se séparer de lui, je crois. Mais pour finir là-dessus, justement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça à la fois déconcertant et rassurant. Déconcertant dans le sens où tu te dis comment ça se fait, comment c'est possible encore, qu'il y ait des données cachées aux équipes, etc. Et rassurant dans le sens où, contrairement aux années 2000, la formation Team DSM prend ses responsabilités, en fait, elle se sépare de son meilleur coureur, qui lui aurait assuré un paquet de succès encore cette année, et elle transige pas, quoi. Bon, c'est rassurant par rapport à cette équipe-là, Oui, mais pas il par s'est fait, rapport à Par il s'est rapport fait aux autres. réembaucher dans la foulée, hein, donc Bon après, dans les équipes pas rassurantes, bon, l'UAE, avec les gens qui a dans l'encadrement tout ça, bon, oui, c'est pas une surprise. ça va dans la suite de ce Mais ce qui est contrat. intéressant, c'est qu'on peut peut-être comprendre aussi pourquoi il y a eu autant de ruptures de contrat, que ce soit dans le staff ou chez les coureurs, enfin chez les DSM et Team Sunweb Sunweb. Oui, je sais pas si à chaque depuis fois c'est quelques pour les années. mêmes raisons, hein, mais puis il y a eu des histoires aussi de management parfois chelou chez Sunweb, au-delà de l'histoire Hirschi. Le cas Hirschi paraît quand même plus. Ça tombait quand même davantage de nulle part, je dirais, Ouais. cette rupture début janvier, quoi. Après, tu parles de Kittel et peut-être de Dumoulin également, c'est ça, Non, Charles? pas forcément, mais j'ai souvenir Et d'autres Barguil coureurs aussi. Et Barguil. qui sont Mais partis vite en fait. ouais, ouais. Mais il y a également le fait que, enfin, pour les 2 coureurs que je citais, je pense que Mais il y a Matthews d'ailleurs. Oui, je pensais à Matthews aussi. Ouais. malheureusement, j'ai peur que des problèmes psychologiques chez les coureurs. Bon, c'est un peu ce que je répète chaque saison, mais j'ai peur que ça aille en augmentant, vu les conditions. Ah bah c'est sûr. Ça va Certain. être à l'image de la société, oui, ça c'est C'est terrible. malheureusement logique. Eh bien messieurs, sur ces paroles un peu mornes, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, puis dimanche prochain, on se retrouve avec grand plaisir pour débriefer l'UAE Tour et le week-end d'ouverture en Belgique, ainsi que les boucles Drôme-Ardèche. Bonne soirée à tous. À dimanche, ciao. Salut.